AFG. Ensemble, transformons l'énergie. Merci à vous tous et toutes d'être là. Donc je disais effectivement, cette table ronde, tirer le meilleur profit de chaque énergie, sous-entendu un mix souverain, un mix compétitif, un mix décarboné. Donc c'est presque la quadrature du cercle. Et je voudrais commencer par vous, Christine Goubet-Millot. Je disais, vous êtes présidente de l'Union française de l'électricité. Comment est-ce que le système électrique s'inscrit-il pour être au cœur de la transformation énergétique française ? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Tout d'abord, je ne sais pas si Jean-Marc est là, mais j'ai assisté à sa petite introduction. Jean-Marc. Voilà. Et je voudrais revenir sur le fait que je suis complètement d'accord avec les fondamentaux qu'il a évoqués ce matin. La diversification, l'énergie affaire de long terme et la problématique politique et de souveraineté qui effectivement est notre cadre de jeu. Et dans ce cadre de jeu, bien sûr, le système électrique est au service de la transformation du système énergétique français, dont on sait que 2/3 de nos usages sont encore à partir d'énergie carbonée. Et donc, le grand enjeu que nous avons, bien sûr, c'est l'efficacité énergétique. Bonjour. Consommer moins, bien sûr, toutes les énergies. Ça concerne le gaz, le pétrole, mais aussi l'électricité. Et toutes les énergies seront les bienvenues pour cette transformation de nos usages. Et la manière dont est produite l'électricité, en effet, est tout à fait importante. Donc, nucléaire, renouvelable, tous les types de renouvelables, les gaz décarbonés, voilà un sujet de complémentarité au service de la transformation de nos usages dans la mobilité, dans le bâtiment. Donc, si je vous comprends bien, la logique, et dans l'industrie. La logique désormais, peut-être contrairement à ce qu'on a pu voir par le passé, ce n'est plus nécessairement de confronter les énergies, mais au contraire de les combiner pour avoir le meilleur mix possible. Alors je crois qu'il y a la notion de temporalité aussi qu'il faut prendre en compte parce que les évolutions technologiques, elles sont encore devant nous, que ce soit pour l'hydrogène bas carbone, l'hydrogène renouvelable. Bon, évidemment, vous le savez, l'hydrogène, c'est un vecteur comme l'électricité. On sait qu'il y aura plus d'électricité dans la neutralité carbone, mais il y aura probablement aussi de la place pour le biogaz, pour les gaz décarbonés sous une forme beaucoup plus large. Je ne suis pas experte du sujet, mais en effet, donc plus d'électricité, oui, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'électricité ne sera pas hégémonique. Il y aura d'autres vecteurs qui sont en devenir. Simplement, ce qu'il faut aujourd'hui, intégrer cette dimension temporelle pour ne pas injurier le progrès, l'innovation, et en même temps faire des paris raisonnables, c'est-à-dire en ne lâchant pas notre avance sur certaines technologies, y compris comme le nucléaire, où on a eu beaucoup de débats ces dernières années. Et je crois que c'est tant mieux, les travaux conduits à l'horizon 2050 par RTE ont remis de l'objectivation, et il est temps en effet de plus opposer ces énergies, qu'elles soient électriques ou électriques gaz décarboné aussi, mais au contraire de jouer sur ces complémentarités. Alors, la manière dont le système électrique, je le disais, contribue à la transformation du modèle énergétique français, ça fait, je crois, l'objet d'un livre blanc qu'a publié l'UFE. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points d'entrée dans ces préconisations ? Alors, le livre blanc de l'UFE a vocation à nourrir en fait la future PPE, la future loi de programmation quinquennale qui sera en débat. Et donc, la ministre l'a dit ce matin, au deuxième semestre 2023. Donc précisément, on est tous beaucoup concentrés sur le passage de l'hiver, celui-ci et le suivant. Donc on a maintenant conscience d'une certaine urgence. Urgence parce que, au-delà des hivers, nous avons à planifier les investissements qui sont devant nous. Et là, on doit dire qu'on rentre à nouveau dans un cycle d'investissement. Nous avons vécu sur nos acquis finalement, nos acquis y compris sur le système électrique, les réseaux construits après la guerre en 1945, le nucléaire. On a du retard sur le développement des énergies renouvelables aussi parce que tout ça, c'était des acquis. À 10-15 ans, nous allons devoir renouveler ce mix électrique. Donc ce mix électrique reposera sur 2 jambes. C'est ce que le président de la République a retenu de notre livre blanc. Non, je plaisante évidemment. Mais les 2 jambes, donc, et le nucléaire, prolongation du parc existant, performant et qui doit aussi retrouver son niveau de production et de productible. Nouveau nucléaire pour préparer un socle pilotable à l'horizon 2050. Énergie renouvelable, on a beaucoup de retard.
et les gaz décarbonés. Donc voilà un petit peu le programme que nous devons retrouver dans cette loi quinquennale avec des décisions, puisque je rappelle que la dernière PPE prévoit la fermeture de 12 réacteurs supplémentaires au-delà de Fessenheim. Donc ça, c'est évidemment une décision à corriger dans le contexte d'aujourd'hui. Et puis, le nouveau nucléaire, c'est une filière industrielle pour reconstruire des centrales alors qu'on n'a plus construit depuis de longues années. Et puis, effectivement, donner un cadre au réseau, parce que tout ça, ce sera peut-être mon dernier point, c'est que tout ça demandera une plus grande flexibilité dans les consommations et les réseaux seront l'Internet, les vecteurs de cette flexibilité. Qu'est-ce que vous appelez la flexibilité dans les réseaux? Alors ici, c'est souvent le cas, nous parlons beaucoup de pointe électrique en fait. C'est un sujet, Jean-Marc, je te regarde, c'est vrai que, ou Édouard, la question de la pointe électrique. La pointe électrique, en fait, en électricité, il faut consommer moins, mais consommer mieux, c'est surtout ne pas consommer dans les périodes où il y a une tension sur l'équilibre offre-demande. Et donc, effectivement, la flexibilité, c'est savoir effacer des consommations, les déplacer, et avec une production ENR, ça va remplir nos barrages, nos réservoirs, c'est une bonne chose, mais du coup, ma voix est un peu couverte. Non, ça y est, c'était un grain, c'est passé. Bon, parce que effectivement, la flexibilité, elle est côté demande et elle devra aussi intégrer la flexibilité côté de l'offre, puisqu'avec une part de production variable plus importante, bien effectivement, on peut ne pas avoir de vent ou avoir du soleil. Effectivement, adapter nos consommations aux productions, ça c'est tout à fait nouveau, c'est un changement de paradigme dans nos usages et c'est pourtant vers ce type d'évolution que nous devons préparer les consommateurs de demain. Flexibilité, ça veut dire aussi recourir au gaz quand il y en a besoin, justement pour faire face à la pointe? Alors dans le mix électrique, la production, nous pensons qu'il faut un socle pilotable en plus des énergies renouvelables variables. Dans ce socle pilotable, on aura du nucléaire, on aura de l'hydraulique et on aura du thermique décarboné. Et c'est là qu'il faut faire le pari des gaz décarbonés. Alors là, effectivement, je pense que vous êtes raccord avec les gaziers qui disent objectif 2050, donc 100% gaz vert. Néanmoins, entre-temps, il va falloir jongler un petit peu entre les deux quand même. Voilà, donc c'est tout la joie de cette transition que nous menons ensemble avec toutes les équipes dans les entreprises, effectivement de développer ces évolutions technologiques et de les passer à l'échelle. Parce qu'en effet, avec le biogaz, il y a une question de passage à l'échelle, avec le PV, avec l'éolien également. Et nous avons inauguré donc la semaine dernière le premier parc éolien offshore à Saint-Nazaire, qui va effectivement d'un point de vue industriel amener de la production. Et on aura besoin d'usines telles que celle-là. Donc le passage à l'échelle, on n'y est pas encore du tout aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de réaliser dans vos entreprises et dont nous, en tant que fédération, c'est pas nous qui faisons, mais on doit vous apporter le cadre réglementaire et législatif avec, bien entendu, le gouvernement, la commission de régulation de l'énergie, qui conviendra pour faciliter ce développement et derrière faciliter l'optimisation aussi qui va derrière pour que tout ce mur d'investissement se traduise pas par une explosion des factures des consommateurs. Alors effectivement, donc objectif 2050, 100% gaz vert. D'ici là, on l'a vu ce matin, on en a largement parlé, effectivement, il faut faire face au court terme et notamment au fait qu'on doive importer davantage de GPL pour le substituer au gaz russe. Alors Bernard Clément, je le disais, vous êtes directeur général d'Evolen, vous représentez toutes les entreprises paragazières et parapétrolières, donc qui sont au service effectivement de ces entreprises qui fournissent l'énergie. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'investissement, on a parlé d'investissement en France, on a parlé d'investissement en Europe. Qu'en est-il au niveau des investissements à l'étranger? Parce que bon, c'est bien de se dire qu'on crée des terminaux méthaniers chez nous pour accueillir le GPL. Le GNL, excusez-moi. Néanmoins, qu'en est-il de l'autre côté, effectivement, de là d'où part le méthanier? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, avant de répondre directement à votre question, je souscris complètement aux deux caractéristiques que vous avez rappelées, la diversité du mix, qui est un facteur de sécurité des approvisionnements, de flexibilité aussi, d'acceptation des technologies en fonction de leur maturité. Ça, c'est essentiel. Et puis de temporalité.
Toute la difficulté de la transformation, c'est de passer d'un mix essentiellement hydrocarbures aujourd'hui vers un mix d'énergie finale électrique soutenu par une production d'électricité décarbonée. Et ça représente, toujours se remettre ça en tête, c'est des térawatts et des térawatts de capacité d'électricité. Ce sont des trillions d'euros d'investissement. Ce sont des compétences à mobiliser considérables. Je vous propose de bien poser le micro sur votre menton, parce que comme il y a la pluie, il faudrait que tout le monde vous entende bien. D'accord. Donc, c'est pour ça que le gaz a un rôle absolument essentiel dans cette transformation énergétique, parce qu'il a toutes les caractéristiques pour permettre de passer d'un mix à l'autre, le gaz ayant bien entendu sa propre trajectoire de décarbonation. Alors, on a parlé effectivement plutôt des aspects aval. Qu'est-ce qui se passe en France au niveau de la consommation depuis ce matin? Bon, le GNL, fort heureusement, le système gazier français a prouvé sa résilience en s'adaptant à la crise et en arrivant à des stockages quasi pleins en début d'hiver, ce qui est une belle performance dans le contexte mondial. Mais les capacités de production de GNL, elles sont à l'étranger, elles sont importées. Et donc, on vit dans... Le GNL est un marché mondial, contrairement au gaz tuyau. Et là, on est en concurrence avec les marchés asiatiques, avec les marchés même moyen-orientaux, qui absorbent une grande partie des capacités GNL existantes ou des capacités GNL futures. Donc, on fait face également à un besoin de nouveaux projets qui est très important et auquel les énergéticiens s'attaquent. Alors ces projets, ils sont où exactement? Alors heureusement, depuis quelques années maintenant, les ressources se sont bien diversifiées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gaz au Moyen-Orient, en Afrique, notamment avec des ressources considérables qui ne sont pas encore exploitées et qui peuvent demain être mis sur le marché pour répondre à ce besoin qui, pendant les années de transition, pour toutes les raisons qu'on a développées, sont essentielles pour assurer l'approvisionnement du marché et la simple sécurité des approvisionnements pour tous les consommateurs à un prix abordable. Alors comment est-ce que la France soutient cette démarche? Comment est-ce qu'on soutient le fait qu'il faut mettre à jour effectivement les structures qui permettent de produire du GNL avant de l'importer chez nous? Heureusement, depuis des décennies, l'industrie française a des fleurons en la matière, à la fois en tant que producteur d'énergie, mais également technologique, avec notamment Technip Energies, qui est un des leaders mondiaux du développement de projets GNL, y compris d'ailleurs comme au Qatar, qui est un grand fournisseur existant et futur de GNL pour les marchés mondiaux, en développant, ça a été évoqué, il y a eu une question à ce sujet ce matin, des procédés de liquéfaction en grande partie électrifiés, donc qui permettent de réduire considérablement l'autoconsommation des usines de liquéfaction et donc avoir un impact net positif relativement aux projets classiques. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors une fois que le GNL arrive chez nous, qu'il est remis dans les tuyaux, il est stocké, donc notamment via Storengy, qui en assure le stockage dans ces cavités souterraines. Vous pourrez peut-être nous le dire. Madame, excusez-moi, hop, j'ai un trou. Bon enfant, ah non, oh là là. Madame la présidente de l'UFE, excusez-moi, j'ai un blanc. Parlait de la flexibilité. Quelles sont les opportunités qu'offre le stockage en matière de flexibilité? Alors le stockage, effectivement, jusqu'à il y a 18 mois, c'était quand même un truc de gazier pour les gaziers souterrains qui n'intéressait strictement personne, ou presque, dès lors que ça fonctionnait bien, ce qui a toujours été le cas depuis des dizaines d'années, et on s'en félicitait. Aujourd'hui, c'est quand même presque devenu sexy, ce qui est quand même fort pour le stockage, et pas au point quand même que les gens ne croient pas que nous stockons le gaz dans des cuves, parce qu'on l'entend encore très souvent, on nous dit souvent, vous stockez le gaz dans des cuves. Alors c'est une flexibilité, le stockage dans les cuves, mais c'est une moindre flexibilité que de stocker dans des stockages souterrains, parce que quand même, le volume de stockage n'a quand même strictement rien à voir. Donc effectivement, le stockage, c'est un outil de flexibilité, et les derniers mois nous ont montré combien c'était clé pour la sécurité d'approvisionnement. On n'a jamais été aussi content d'avoir un quart de notre consommation annuelle de gaz en capacité de stockage. Et puis aujourd'hui, tout le monde nous demande, avec le deuxième chiffre après la virgule, du taux de remplissage de nos stockages. Donc
on a dépassé 98%. Vous êtes contents de le savoir aujourd'hui. Ça intéresse tout le monde. C'est quand même une excellente nouvelle. Au-delà de la plaisanterie, on se rend compte que les derniers mois nous ont montré que le stockage était une brique importante du système gazier en général. C'est évidemment nos collègues transporteurs qui ont la responsabilité de l'équilibrage, et c'est bien en collaboration étroite avec eux, avec les terminaux méthaniers, avec la distribution, qu'on apporte notre propre brique avec cette valeur assurantielle du stockage qui est évidemment particulièrement importante par les temps qui courent. Elle est importante pour l'hiver, donc là vous êtes rassurés pour l'hiver. Maintenant il y aura l'hiver suivant, où là on est quand même plus inquiet parce qu'on se dit que si tous les stockages terminent la saison de manière quasi vide, en étant quasi vide, le remplissage pour l'hiver prochain sera quand même un autre défi. Mais on sait combien, en tout état de cause, la valeur du stockage dans l'équilibrage du système, dans la flexibilité, a été désormais démontrée. Plus personne ne s'interroge sur les prochains stockages que nous voudrions former. On nous demande même si on ne pourrait pas avoir des capacités additionnelles. Donc les temps ont bien changé de ce point de vue-là, et on se rend compte combien c'est important aussi de se projeter dans l'avenir, parce que cette période de court terme ne doit pas nous faire oublier que nous avons des enjeux de décarbonation à moyen et long terme. Et là aussi, nous savons que le stockage apportera des éléments de flexibilité qui seront très utiles. Donc il y a la capacité de stocker des gaz verts, bien sûr, donc du biométhane. Il y a quelques défis techniques que nos ingénieurs sont ravis de relever sur le taux d'oxygène dans le biométhane, par exemple. Donc ça, c'est des enjeux. Et puis, évidemment, à moyen terme, il y a aussi l'enjeu du stockage d'hydrogène, puisqu'on sait combien, finalement, l'hydrogène sera important également dans le mix. A fortiori, si on va vers une électrification des usages, on sait qu'on aura à ce moment-là probablement une moindre utilisation de la molécule, même si on en aura encore besoin pour certaines industries, notamment celles qui sont hard to abate, comme disent nos amis anglais, c'est-à-dire pour lesquelles le fait d'abattre les émissions de CO2 sera difficile. Et donc là, on sait qu'on aura encore besoin de molécules, et on aura besoin d'un système qui sera encore mieux intégré. Et donc si on pense à l'hydrogène, et je terminerai par là, si on pense à l'hydrogène, on sait on a envie qu'il soit vert, produit essentiellement à partir de sources renouvelables et donc intermittentes. Et on sait qu'on a envie que cette économie collectivement ici décolle. Et là, le fait d'avoir ces capacités de stockage, de pouvoir assurer un lien avec l'intermittence sera précieux et de nature à aider d'abord probablement à la maille régionale, avec quelques canalisations et puis une production, si possible, au plus près des usages, et ensuite, de manière plus intégrée au niveau national et européen, avoir cette capacité d'avoir finalement un moindre besoin de production parce qu'on pourra stocker. Et donc là, sur ces enjeux-là, nous sommes absolument convaincus que c'est nécessaire d'y travailler dès maintenant, alors même que, si on se parle franchement, les business models, le modèle économique n'existe pas encore, mais on a la conviction qu'il faut y aller dès maintenant, ne serait-ce que pour montrer que c'est possible, que ça fonctionne, et surtout pour garantir à tous nos clients futurs que le jour où ils auront besoin de stocker leur hydrogène, on sera prêt pour le faire. Merci à vous pour votre éclairage. Natacha Cambriel, vous êtes présidente de France Gaz Liquide et présidente de Butagaz. Alors, on n'a pas encore parlé effectivement des gaz qui se stockent, mais qui ne sont pas connectés au réseau. Et là, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu ce dont il s'agit, ce dont je suis en train de parler ? Oui, effectivement, je suis très contente de pouvoir prendre la parole aujourd'hui au nom des GPL, parce qu'il faut bien reconnaître que notre rôle dans le mix énergétique est parfois, pour ne pas dire très souvent, oublié. Donc, quand on parle de GPL, on parle de propane, de butane et de GPL carburant. On a coutume, nous, de dire qu'on est la troisième énergie, donc effectivement le gaz qui va partout, et en particulier là où n'arrivent pas les réseaux de gaz naturel. Donc, on couvre aujourd'hui 1,3% de la consommation de l'énergie en France. Ça semble très peu, mais en fait, ça concerne des millions de personnes, comme j'espère, je vais vous le démontrer. Donc, où est-ce qu'on nous trouve ? On nous trouve dans les bouteilles de gaz. Et aujourd'hui, en France, 1 foyer sur 3 cuisine à la bouteille de gaz. On nous trouve sous les planchas, dans les barbecues, dans les chauffages d'appoint. Et par rapport à ça, c'est 10 millions de bouteilles qui sont utilisées quotidiennement. Et ça représente l'équivalent de la puissance de 20 réacteurs nucléaires. Donc, vous voyez, c'est loin d'être négligeable. Par rapport à, donc, dans les bouteilles, on le trouve aussi dans les citernes. Donc, effectivement, nous, on est en cuve. Au fond des jardins, pour le chauffage et la production d'eau chaude pour les particuliers. Et là, quand on prend ces deux usages, juste bouteilles et citernes pour les particuliers, c'est 11 millions de foyers qui nous utilisent. Mais les clients particuliers, ce n'est pas notre seule clientèle.
On a aussi une clientèle très importante professionnelle dans des domaines très variés. L'industrie, et on l'a dit ce matin, pour beaucoup de ces industries, l'électrification n'est pas possible. Donc on est vraiment la seule solution quand il n'y a pas de réseau de gaz naturel. On est là aussi pour les agriculteurs, pour l'élevage, pour le séchage des céréales et pour les communes, les 27 000 communes qui ne sont pas connectées au réseau de gaz naturel. Alors comment on est produit, je fais un petit peu de pédagogie, comment on est produit. Alors un tiers dans les raffineries françaises, le reste provient d'imports, pas du tout de Russie, d'Europe du Nord et d'Algérie. Mais on s'est engagé depuis plusieurs années, nous aussi, dans une démarche de décarbonation de notre filière. Et donc, à ce titre-là, on a des nouveaux produits qui sont sur le marché déjà, le biopropane et le biobutane, qui sont produits dans les bioraffineries comme des coproduits en fait, des biocarburants. Donc, si on prend le propane par rapport au fioul, déjà, vous économisez 20% des émissions de CO2. Si vous passez au biopropane, là, c'est 80% des émissions de CO2 que vous économisez. Malheureusement, effectivement, c'est une filière qui se développe. Donc, ce biopropane et ce biobutane, il n'est pas en quantité suffisante aujourd'hui pour couvrir tous les besoins. Donc, on est en train de réfléchir et d'innover sur de nouveaux produits, et en particulier un produit qui s'appelle le RDMI, le diméthyléther, le biodiméthyléther, qui est très semblable au GPL. Voilà, et il y a des pilotes qui existent déjà en UK de ces produits. Voilà, donc ça c'est la décarbonation de la filière qui est en marche, le gaz qui est disponible partout. Et je dirais juste un dernier mot sur la crise énergétique actuelle. Oui, c'est la question que j'allais vous poser voilà, aujourd'hui. Exactement. Est-ce que quel impact pour nous? Voilà, comment est-ce que vous êtes impacté? Parce qu'au final, on ne parle pas souvent des gaz comme ça en bouteille. Voilà, donc nous, effectivement, notre gaz ne provient absolument pas de Russie, donc on n'a pas de sujet de disponibilité. Et je pense que vous avez vu derrière moi, on a un réseau de dépôts et de facilités d'import très important partout en France et qui permet de largement augmenter l'approvisionnement, donc d'augmenter finalement notre fourniture d'énergie aux Français. Et ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on a beaucoup de clients, de gros consommateurs industriels de gaz naturel qui se rapprochent de nous. Alors pour deux raisons principales. Un, ils peuvent avoir peur de manquer de gaz, pas forcément pour cet hiver, mais aussi pour les deux suivants, mais aussi par rapport au prix de cette énergie, au prix du gaz naturel, et donc au fait que la facture énergétique devient complètement délirante par rapport à leur coût opérationnel. Et nous, on est là, notre filière est là, et mobilisée pour leur proposer une solution pour pouvoir passer effectivement du gaz naturel au GPL, avoir cette double énergie et leur permettre de passer sereinement les hivers qui viennent. Donc effectivement, une filière, un gaz partout disponible, une filière qui est résiliente à la crise actuelle et qui se transforme pour introduire, nous aussi, de plus en plus de gaz renouvelable et remplir les objectifs de 2050. Alors vous me direz si je me trompe, j'ai vu également passer une communication de France Gaz Liquide relative au bouclier tarifaire. Aujourd'hui, est-ce que les gens qui utilisent des bonbonnes pour stocker de l'énergie Eh bien non. Nous, on a été oubliés. Ce que je disais, le GPL, nos clients ont été oubliés. Donc nos clients ont été oubliés. Et même si c'est vrai, la violence de l'augmentation des cours n'est pas du tout comparable à ce qu'on voit sur l'électricité et le gaz naturel, il y a quand même un pétrole qui a augmenté, donc des cours du GPL qui ont augmenté, et nos clients aujourd'hui ne bénéficient pas de bouclier tarifaire. Donc vous plaidez évidemment pour pouvoir bénéficier en tout cas que l'énergie dont on parle. Voilà, c'est pour nos clients qu'on J'entends bien. Voilà. Exactement. Ok, écoutez, c'est un message qui aura été entendu. Alors on l'a dit ce matin lors l'une des tables rondes, je ne sais plus laquelle, l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas, ce qui m'amène forcément à me tourner du côté de Pierre de Montlivaud, de la FEDEN. Est-ce qu'aujourd'hui on fait tout ce qu'il faut pour économiser l'énergie, ou au contraire, est-ce qu'il y a des leviers qu'on pourrait activer rapidement pour baisser un peu la consommation ? Oui, merci tout d'abord à Jean-Marc de donner la parole à la FEDEN, la Fédération des économies d'énergie et de la chaleur renouvelable. Donc, on est heureux de contribuer à ta vision polychromatique du paysage énergétique. Et effectivement, le premier sujet, c'est celui des économies d'énergie. Alors, est-ce qu'on va être au rendez-vous de cet hiver, des hivers suivants? Bien au-delà, notre rendez-vous commun de 2050. Notre rendez-vous commun de 2050, c'est le souhait de l'AFG, c'est d'être carbone neutre avec 100% de gaz vert. Ça, on ne peut pas y arriver avec une consommation de gaz qui reste flat. Donc notre rôle à la FEDEN, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice, d'une part par les économies d'énergie, puis j'y reviendrai plus tard, à travers la chaleur renouvelable et de récupération. Et pour les économies d'énergie, aujourd'hui, notre sentiment, il est positif. Vous savez, à la FEDEN, on est des opérateurs, on est assez concret. Il y a des choses qu'on apprenait depuis des années et que certains de nos clients écoutaient d'une oreille discrète. Subitement, là, c'est vraiment, depuis quelques mois, en train d'énormément bouger. Et pour nous, on imagine les choses, pour donner une image assez simple, en 3 marches. Une marche à 10%, une marche à 20%, une marche à 40%. La marche à 10% d'économie d'énergie,
Elle est accessible rapidement par des gestes assez simples. On partage avec le CINASAV, ici présent, la culture de la maintenance. Savez-vous qu'il y a énormément de chaudières, notamment individuelles, qui devraient être maintenues officiellement, qui ne le sont pas. Donc ça, simplement appliquer la loi, c'est aller chercher 10% d'économie d'énergie facilement. Si on vient au chauffage collectif, c'est aussi vrai dans l'individuel, est-ce que les tuyaux d'eau chaude, tout bêtement, qui distribuent l'eau chaude à l'intérieur des bâtiments jusqu'au radiateur, sont entretenus? Est-ce qu'ils ne sont pas emboués? Emboués, c'est juste qu'ils sont bouchés par des dépôts. Tout tuyau de distribution d'eau chaude non entretenu finit par se boucher. Donc, simple action de désembouage, également d'équilibrage, encore une fois, quand on est en chauffage collectif, bien régler son réseau pour qu'il y ait un apport de chaleur qui soit le même dans toutes les pièces, que dans un immeuble collectif, on ne soit pas obligé de chauffer certains à 21 pour que tout le monde soit au minimum à 19. C'est des choses simples à faire, c'est à notre portée. On peut donc faire les 10% dès cet hiver. La deuxième marche à 20%, celle-là, elle est plus ambitieuse. Elle nécessite d'utiliser les ressources du numérique en allant mettre des capteurs, de l'intelligence dans le bâtiment, du pilotage à distance des installations de production et de distribution d'énergie. Et ça, on peut le contractualiser avec les clients parce que les économies d'énergie, la difficulté, c'est que c'est impalpable. Donc il y a toujours la peur de la promesse non tenue. On a fait des choses, on a dépensé de l'argent et puis on n'a pas les économies d'énergie en face. Bon, il y a une réponse très simple. Il y a des contrats de résultats avec des opérateurs qui aujourd'hui s'engagent, alors à travers ce nom barbare de contrat de performance énergétique, tout simplement à garantir ces économies d'énergie. Grosso modo, si vous consommez plus que prévu, je vous avais promis moins 20, vous faites moins 15, c'est moi qui paye en tant qu'opérateur. Mais pour autant, il ne faut pas qu'on oublie la troisième marche, parce que moi je crois qu'il y a des gens qui sont prêts à se mobiliser pour sauter, voilà, quand on est en forme, on monte plusieurs marches d'un coup, et la marche à 40%, dans les collectivités locales par exemple, dans le tertiaire en général, il y a une cible à 40% d'économie d'énergie d'ici 2030 à travers le décret tertiaire. Pourquoi attendre 2028-2029 pour faire ces travaux de rénovation énergétique? Le temps de retour sur investissement, c'est la bonne nouvelle de cette mauvaise nouvelle des prix de l'énergie extrêmement élevés, c'est raccourci. Donc il faut favoriser ceux qui s'y mettent en premier, les first movers, comme on dit en mauvais français. Et là-dessus, je pense que le gouvernement a peut-être des petites choses à faire dans le cadre de ce futur plan de sobriété que nous attendons. Alors, il y a aussi beaucoup de questions des réseaux de chaleur. Je voulais relancer. Effectivement, beaucoup de choses à faire également sur les réseaux de chaleur. Vous n'en avez pas parlé. Pourtant, il y a un vrai potentiel là, pour baisser le carbone, effectivement, dans le bâtiment, dans la ville. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'on est à la mesure, on va dire, du besoin? Merci de me lancer là-dessus. En plus, devant Madame Vargon, le GT Vargon, ça a vraiment marqué toute la profession des réseaux de chaleur parce que ça a mis en lumière cette solution qui est encore insuffisamment connue. Bon, des réseaux de chaleur, je pense qu'ici, on est dans un milieu d'énergéticiens, donc vous connaissez Camille aussi. Mais ces infrastructures collectives, le grand avantage, c'est que ça permet de décarboner des villes de manière massive. Et ça, avec toute la galaxie de ressources de chaleur renouvelable et de récupération qu'on a sur le territoire. Du bois, on en a. De la valorisation énergétique, des déchets, on en a. De la géothermie, on en a. De la récupération de chaleur sur des sites industriels qui sont fortement émetteurs de chaleur, on peut en faire beaucoup plus. Donc nous, la petite analyse qu'on a faite, c'est qu'il y a 1300 villes où il y a la densité thermique, suffisamment de gros bâtiments, pour créer un réseau de chaleur. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Dans ces villes, allons-y. Il y a des appels à projets de l'ADEME en ce moment. Christophe Bouillon me disait que lui-même allait répondre. C'est des signaux positifs. Juste un petit message pour créer peut-être un peu moins de consensus. J'ai entendu certains, mais c'est sans doute des discours un peu datés, qui me disaient on n'est pas contre les réseaux de chaleur, sauf s'il y a déjà le réseau de gaz, parce que sinon ça fait doublon. Bon, si on reste là-dessus, on ne va pas créer beaucoup de réseaux puisqu'on est en ville. Mais bon, voilà, je crois que c'est des choses qui sont maintenant derrière nous. Donc il y a vraiment la place, encore une fois, aux côtés des économies d'énergie, avec la chaleur renouvelable pour faciliter l'atteinte du carbone neutre pour le gaz à horizon 2050.
Merci pour cet éclairage. Alors, Madame Goubet-Millot, comme pour m'excuser tout à l'heure du gros blanc qui m'est arrivé, je voudrais vous donner la parole pour le mot de la fin de cette table ronde. Est-ce que dans toutes les thématiques qu'on a évoquées, respectivement donc le développement des énergies renouvelables, le développement du biogaz, la flexibilité liée au stockage, le stockage effectivement en site isolé, les économies d'énergie et l'efficacité, on a aujourd'hui le bouquet gagnant quelque part pour faire ce fameux mix qui soit souverain, qui soit compétitif et décarboné? Alors, pour avoir le bouquet gagnant, il faut qu'on embarque les consommateurs. Je pense que sans quoi on peut imaginer tous les beaux mix de la Terre, eh bien, on passera à côté de cette transition qui n'est pas si facile que ça. Et donc, cette crise, en fait, nous sommes tous là où nous sommes, le nez sur le guidon. Nous essayons de lever un peu le nez pour voir après-demain comment on en sort. Elle va durer aussi, ça c'est un fait. Et donc, tout ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui en termes de consommation, il va falloir réfléchir à le pérenniser. Alors, je parlais tout à l'heure, on parlait de flexibilité, je parlais tout à l'heure de consommer moins, mais aussi consommer mieux, c'est-à-dire intégrer le pilotage des consommations pour éviter les périodes de tension, là où d'ailleurs l'énergie est plus chère, que ce soit l'électricité ou le gaz d'ailleurs. Tout ça, ça va passer par des comportements sobre, mais c'est pas la sobriété au sens de la décroissance, on y tient beaucoup, mais aussi par des équipements. Et je voudrais souligner que le numérique amène des outils, des thermostats, des programmations possibles, des solutions électriques performantes. Et donc là, en termes d'efficacité et de soutien, on compte bien en effet sur MaPrimeRénov', les C2E pour accompagner, ou les IRVE pilotables pour la mobilité électrique. Donc je dis bien pilotables et pas simplement des IRVE, des bornes statiques. Toute cette intelligence de pouvoir permettre aux consommateurs de s'effacer à certains moments ou de déplacer ou de consommer à certains moments et pas à d'autres, ça c'est des choses qu'il faut pérenniser. Et je pense qu'on a les équipementiers qui nous offrent des solutions aujourd'hui et qu'il faut aussi regarder notre métier d'énergéticien dans une chaîne de valeur qui embarque également les équipementiers jusqu'à l'aval de nos métiers qui sont les électriciens dans le bâtiment, ceux qui vont quelque part accompagner les consommateurs et les embarquer. Eh bien, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous tous pour votre prise de parole. Je suis désolé, on n'a malheureusement pas le temps de prendre des questions dans la salle, mais je suis persuadé que vous aurez l'occasion d'échanger à la fin de cette journée du congrès. Merci à vous tous d'avoir participé. On peut les remercier. AFG. Ensemble, transformons l'énergie.